Ok, alors on est de retour, désolé pour ce petit souci technique, c'est rien du tout. Donc on est de retour sur le chantier de Hugo Perrichet et de son associé Léo, voilà, sur une magnifique charpente du XVIIIe siècle. Mais on va commencer peut-être par les questions plus simples. En quoi ça consiste exactement le métier de charpentier? Est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, la charpente, c'est par définition le bois dans la maison. Ouais. Donc, le métier de charpentier, c'est l'artisan en menuiserie D'accord. et les travaux de fenêtres, de portes, Ouais. qui sont des éléments qui appartiennent historiquement à la charpenterie, mais qui vont se spécialiser pour avoir des ouvriers très qualifiés pour faire des meubles, de plus en plus fins. Et la charpenterie reste un métier qu'on appelle de grande cognée, donc Ok. de gros heures. Grande cognée, ça fait référence aux gros coups qu'on met sur les poutres pour les. C'est Non, pas ça. du tout. Si, Ouais. c'est ça. Et les travaux de petite cognée, la menuiserie, qui D'accord. vont être des travaux plus fins. On n'utilise plus les mêmes outils, on n'utilise plus les mêmes techniques. On a une base commune, mais des métiers qui aujourd'hui sont drastiquement opposés. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, Aujourd'hui, dans les maisons, la manière dont on construit les nouveaux logements, il y a, on retrouve plus de bois, moins de bois. Là, on voit qu'il y en a vraiment partout. C'est évidemment au XVIIIe siècle le matériau de base pour construire, j'imagine. Alors, le bois a toujours été le matériau de base de la construction. Ouais. Il est à la base des premières constructions, il est à la base même de la maçonnerie. La maçonnerie se fait dans des coffrages de bois. L'architecture de pierre s'inspire du monument bois. Donc, on est vraiment à la base de la construction et c'est juste ces 30 dernières années qui ont sapé l'inconscient collectif où on vient nous parler de construction traditionnelle en béton. D'accord. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a une construction traditionnelle en pierre, mais pas en béton. Le béton c'est quelque chose de très bien en soi, mais qui s'est imposé seulement ces 30 dernières années. D'accord. Avant ça, on en faisait un peu, on n'avait pas confiance, et le bois reste et restera quelque chose qui est simple à mettre en œuvre, qui se régénère au niveau des ressources et qui tient la route, qui a fait ses preuves. Ouais. Et aujourd'hui, on découvre même des nouvelles techniques avec l'école pour construire des choses de plus en plus grandes. Très Donc, bien. c'est un métier qui évolue. Ok, donc il y aura toujours de l'emploi finalement pour le métier de charpentier, puisque Alors, comme vous dites, c'est à la fois une ressource qui est tout le temps utilisée et puis qui est renouvelable et très pratique pour la construction finalement. il y en a d'autant plus aujourd'hui que c'est un métier qui est compliqué, qui est dur à la fois physiquement, mais aussi dans sa formation, et on manque cruellement d'ouvriers qualifiés. D'accord. Il y en a de moins en moins. On entend souvent parler d'un manque de main-d'œuvre chez les couvreurs. C'est également le cas chez les charpentiers. Et en fait, c'est le cas dans tous les métiers hautement qualifiés du BTP. D'accord. Donc, on construit de plus en plus d'immeubles avec des main-d'œuvre non qualifiées. Pour la main-d'œuvre qualifiée, le travail ne manque pas. Vraiment pas. Okay. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait, vous, Hugo, venir vers ce métier de charpentier? J'y suis venu tard. J'ai d'abord tenté de me perdre à l'université une année pour faire de la sociologie. C'est à la base l'écologie. Ouais, Je voulais faire un bâtiment écologique. J'y connaissais rien. J'y suis allé sans savoir. J'ai choisi la charpente en me disant que c'était le mieux pour faire de l'écologie. Et ensuite, pendant 3 ans, j'ai quelque peu oublié l'écologie parce que j'ai trouvé une vraie passion dans le métier. J'y retourne aujourd'hui dans mon choix de construction, la manière de construire. Mais ce qui m'a fait rentrer à la base, c'est l'écologie. Ce qui m'a fait rester, c'est vraiment le métier qui m'a passionné dès le début. Très bien. Je répète à tous ceux qui nous suivent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Thomas, il faudrait juste peut-être rappeler où on est aujourd'hui, dans quel lieu et quel type de chantier on va visiter pour les élèves, puisqu'on a eu un petit problème de son, du coup, ils n'arrivent plus à suivre, donc je te laisse. Ouais. Alors, on visite le chantier d'Hugo, qui est charpentier, et on est en plein cœur de Paris, dans un très grand appartement. Je ne sais pas combien de mètres carrés il fait, 70 mètres carrés, vous m'avez dit, quelque chose comme ça? Alors, par étage, oui. Par donc, étage, il y a oui. le même Okay. Ouais, c'est vraiment très très grand. On est en plein cœur de Paris, du côté entre Saint-Michel et Saint-Germain. Et là, grâce aux images de Solal, vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de travail
à réaliser sur cette charpente pour la rénover. Là, c'est un travail de rénovation, il n'y a rien à construire. C'est-à-dire que vous allez changer des pièces et vous assurer de la solidité un petit peu de toute la structure. C'est bien ça? Oui et non, on a un peu les deux. On a une partie vraiment de rénovation, de conserver en état avec des légères modifications et une partie de démolition-reconstruction. Donc, à savoir qu'on est dans des endroits qui sont classés monuments historiques. Alors, là, le quartier. Ouais. Donc, l'immeuble en lui-même n'est pas classé monument historique. Si vous regardez juste en face, c'est un monument historique. Ouais, on voit des magnifiques moulures sur la façade. On est entre Odéon et Saint-Michel, donc effectivement, très très beau quartier. Petite question, qu'est-ce qui fait qu'il est classé monument historique? C'est parce que justement il a des moulures, c'est la construction, ou qu'est-ce qui diffère de tout ça? Alors, ce qui va différer, ça va principalement être, alors ça peut être une personne qui y a habité, un architecte célèbre qui l'a construit, un architecte célèbre qui l'a modifié, ou le fait qu'il soit resté dans son jus, qu'il y a eu peu de modifications. Les bâtiments peuvent subir de grosses modifications qui vont les dénaturer. Un bâtiment qui paraît très beau, mais qui a été réalisé il y a 10 ans avec des méthodes anciennes, ne pourra pas être classé monument historique. Donc, et après, c'est au choix des architectes des monuments historiques qui travaillent à classer les monuments, à répertorier, de les classer et de référencer ceux qui sont les plus cotés. Après, classer un monument historique dans un quartier va, par définition, englober le quartier et réduire les travaux de changement trop importants qu'on pourra faire dans ces quartiers. Donc, il y a une préservation qui est faite comme ça. Alors, est-ce que pour vous, c'est plus intéressant? Est-ce que vous travaillez souvent sur des chantiers de ce type-là, de rénovation avec des très vieilles charpentes, ou c'est plutôt exceptionnel? C'est comment pour vous? Oui et non, on fait vraiment les deux. On fait vraiment les deux. À Paris, on a peu de constructions dites vraiment neuves, parce qu'il n'y a plus de terrain constructible à proprement parler. Par contre, on a beaucoup de travaux d'extension de maisons et de surélévation de maisons, qui sont des travaux quasiment neufs, vu qu'on va faire table rase des fondations au 5e étage et reconstruire une maison neuve, mais 5 étages au-dessus du sol. D'accord. Et on a de la rénovation, on fait vraiment les deux, et les deux font partie de notre métier. Très bien, ok. On a des questions peut-être de ceux qui nous écoutent? Oui, tout à fait. On a une question de Marie qui demande, donc par rapport aux différents chantiers que tu as pu nous expliquer, en règle générale, vous êtes combien sur les chantiers, donc dans l'équipe? Et puis sur ce chantier aujourd'hui, combien êtes-vous? Petite question de Marie. Alors, on travaille essentiellement à deux. Et aujourd'hui, on a 2 personnes qui sont en stage avec nous, qui font un BTS, qui nous accompagnent. Généralement, une équipe de charpente se compose de 3 personnes maximum, 2 charpentiers qualifiés et un apprenti. Et ça suffit parce que la charpente est un métier de structure, mais un métier où on travaille des pièces de bois taillées, avec des tailles qui sont, ma foi, grandes, 5 mètres, 8 mètres maximum, mais qui peuvent être portées à 2 personnes avec l'aide de cordes. Typiquement, vous avez la potence qu'on a installée, qui nous permet de monter les bois, et un en bas qui utilise le poids de son corps pour hisser les bois, et avec des jeux de nœuds et d'équilibre, on fait en sorte de les porter les moins possible. Ok. Et ça, c'est pour du coup en termes de sécurité, j'imagine, de porter de ce que tu viens d'expliquer, de porter les bois. C'est surtout pour notre dos. Ok. Et que sinon le métier serait impossible. On ne peut pas hisser toute sa vie des pièces de 100 kilos. Voilà, donc on fait en sorte que ces pièces-là, à notre ressenti à nous, pèsent à peine 20 kilos. N'importe qui, s'il connaît bien comment gérer des nœuds, des cordes, des leviers, peut hisser une pièce de 500 kilos au 6e étage sans aucun souci. Ok, et du coup, il y a une question aussi de Ella qui demande en fait par rapport à tous les chantiers que vous avez pu avoir, est-ce qu'il vous arrive d'en refuser parce que ça peut être trop dangereux, parce que vous avez trop de chantiers? Comment vous vous organisez un petit peu avec vos différents projets? Alors, on refuse beaucoup parce qu'il y a beaucoup de demandes et qu'on n'est que deux. Et sinon, ça prend un temps qui est infini en tant qu'artisan. Il y a quand même quelques entreprises de charpente, donc après, libre aux clients de trouver. Trop dangereux, non, parce que c'est à nous de faire en sorte que le chantier ne soit pas dangereux.
Ça peut poser des problèmes au niveau des coûts, mais c'est de notre responsabilité de sécuriser les chantiers Ok. et de nous sécuriser, nous, et de sécuriser les gens qui pourraient rentrer auprès de ce chantier, qu'il n'y a pas quelque chose qui tombe, etc. Après, il nous arrive de refuser des chantiers parce qu'ils nous paraissent pas assez intéressants. C'est plutôt rare, mais bon, ça peut arriver, des gens qui veulent vraiment des choses qui, à notre sens, n'est pas justifiée. Ok. En Je... termes de temps, en termes de coût? Alors moi, ce sera plutôt en termes d'écologie. Je refuse de modifier une charpente qui est saine et viable pour des raisons purement esthétiques. Ok. Pour des raisons d'habitat, d'agrandissement, je veux bien. Si c'est vraiment esthétique, j'aime pas gâcher du bois Je pour comprends. ça. Et on a une question de la principale adjointe également par rapport à l'équipe que vous avez pu expliquer, où vous disiez que vous étiez 2 et quelquefois 4 avec des apprentis. Qu'est-ce qui vous pousse justement à prendre des apprentis? Alors, la transmission du métier, c'est obligatoire. Sinon, le métier meurt. C'est compliqué de se former en charpente, c'est compliqué de trouver des gens qui peuvent former de manière efficace. C'est et on peut pas faire autrement. Sinon, le métier disparaît, sinon nos connaissances disparaissent. Et puis il y a le plaisir de donner. On m'a appris un métier, C'est faire vivre. c'est de mon devoir de le donner. Et par rapport à, donc à votre métier, en règle générale, toujours par rapport au chantier, on nous a posé également la question de combien de temps peut prendre au minimum un chantier et au maximum? 2 heures à 2 ans. Ah ouais. Oui, c'est très court ou ça peut être très long. Des petites modifications de charpente peuvent prendre 2 heures, 3 heures, si tout se passe bien, si tout. Et il y a des chantiers gigantesques qui peuvent durer des années sans aucun problème. Ça marche. Alors moi, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu votre entreprise, comment ça fonctionne. Donc vous êtes associé avec, vous avez un associé, vous êtes indépendant. Comment ça s'organise? Alors, ça gêne pas. C'est vrai qu'il y a des klaxons dans la rue. Alors on ne sait pas si c'est un mariage ou quelque chose. Je ne sais pas si vous entendez, mais en tout cas. On ne peut pas fermer la fenêtre, il y a un été devant. On vous entend très bien avec le micro. Alors, on a un statut qui est assez particulier. On est en CAE, c'est une forme de coopérative qui nous permet d'être à la fois artisan individuel, indépendant et salarié d'une coopérative. Okay. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu ça pour ceux qui nous écoutent. C'est pas forcément simple. En général, on est soit chef d'entreprise, on monte son entreprise, on est tout seul et puis on va chercher ses clients et puis on s'occupe un petit peu tout seul de sa comptabilité, de payer ses impôts. Ou là, en l'occurrence, on peut être aussi regroupé au sein d'une coopérative, donc se regrouper avec beaucoup d'autres artisans. On est 80. Vous êtes 80, voilà. Et puis mettre en commun, en fait, toutes les ressources, payer en commun les assurances, hein, c'est bien ça? C'est ça, la comptable, la gestion, les suivis après, s'il y a des problèmes pénaux, ça peut arriver malheureusement. Okay. Voilà. C'est la mise en commun de toutes ces valeurs-là et c'est aussi le partage de savoir-faire parce qu'on est loin d'être que des charpentiers, on est même très peu de charpentiers, mais on a des architectes, des menuisiers, des plombiers, des électriciens. Et voilà, c'est l'idée que si on est seul, c'est compliqué, c'est très compliqué. À plusieurs, ça va toujours. Il y aura toujours, même s'il y a des problèmes, ça va. D'accord, ok. Et ben voilà, donc c'est un statut assez particulier, à la fois chef d'entreprise, à la fois salarié, mais mis en commun avec d'autres artisans de tous ces moyens-là. D'autres questions, j'imagine? Oui, du coup, par rapport à ce que tu avais pu expliquer, donc Thomas, notamment approfondir le statut que vous avez, on a des questions sur la rémunération. Comment ça se passe au niveau de la rémunération? Est-ce que c'est un salaire fixe? Est-ce que c'est un salaire au niveau, des chantiers, des projets que vous avez? Alors, à la rémunération, moi, ça fait seulement 3 ans que je suis indépendant. Donc, on peut compter que la première année, je me suis pas payé. La deuxième année, c'était compliqué. Et là, j'ai un salaire qui équivaut à un SMIC. C'est peu. On a aussi beaucoup d'achats de machines qu'on est encore en train de faire. Donc, ça explique les salaires qui sont très bas.
Et c'est aussi qu'on a, de nous-mêmes, on accepte beaucoup de chantiers où les gens n'ont pas forcément énormément d'argent parce que c'est important de faire des... On a envie de leur donner des charpentes intéressantes. Et on arrive quand même à se payer un SMIC. Moi, personnellement, ça me suffit. Votre Apparemment associé aussi. dit que c'est bon aussi. Mais voilà, c'est plus idéologique qu'autre chose. En tant que salarié, donc ouvrier très qualifié, on peut plutôt estimer les salaires de base à 1500, 1600 euros et en sortie d'études, si on est bon, parce que, Oui. hein, et des fins de carrière, quoi, de 6, hein, ouais, Entre voilà, 1008 et 3000? des 3000 en fin de carrière. Bon, fin de carrière, vous êtes resté dans la même entreprise et vous connaissez bien votre métier. Ok. Et donc on avait une autre question, excusez-moi, je ressors. Donc c'est la classe de la 4e F qui demande si, bah, donc on parlait au niveau du salaire, mais pendant le confinement, est-ce que vous avez pu continuer de travailler ou pas du tout? Et du coup, comment vous avez fait, si c'est pas, enfin, si vous n'avez pas continué de travailler, comment vous avez fait pour, entre guillemets, «survivre»? Alors, on n'a eu aucun arrêt. Au contraire, on a eu une explosion des demandes. Malheureusement, les gens sont chez eux, ils remarquent plein de choses qui vont pas. Donc, ils sont confinés chez eux, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'espace, ils veulent un étage en plus. On n'a vraiment pas eu d'arrêt. On a même eu une augmentation des demandes. Le premier confinement a été total et on nous a... moi, ça m'a fait des vacances, c'était pas plus mal. Les confinements suivants, si on se rappelle bien, le BTP a été désigné d'office par Monsieur Macron pour retourner travailler. Quand le bâtiment va, tout va. Le BTP s'arrête rarement. Et une Vraiment. petite question, moi, pour ma part, au fait du Covid, j'ai vu que dans le BTP, il y avait des matériaux où justement il y avait des ralentissements, il y avait tellement de matériaux qui avaient été demandés, du coup, il y avait un petit peu une pénurie. Est-ce que vous, c'est votre cas dans votre domaine? Alors complètement. Alors, c'est pas que à cause du Covid. Ça va plutôt être des relances économiques américaines et chinoises. Ou pour relancer des économies par le bâtiment, donc principalement américaines, un plan de relance qui avait été mis en premier par Monsieur Trump et Monsieur Biden l'a remis au goût du jour, voire même l'a accentué. Ok. Les États-Unis achètent absolument l'intégralité des matériaux de construction. En Europe, on est plutôt radin et on veut acheter nos matériaux pas chers. Sauf que les fournisseurs, quand les Américains leur proposent 3 fois le prix, ils vendent. Donc oui, il y a une énorme pénurie de bois, de fer et de plastique. Alors, à notre échelle, ça va, on s'en sort. On arrive à trouver suffisamment de bois entre les fournisseurs pour faire nos bâtiments à échelle humaine qui vont bien. Dans le gros BTP, dans les grands immeubles en construction, ils commencent à se poser la question de est-ce qu'ils auront suffisamment de matériaux avant la fin de l'année pour finir leur bâtiment. Et il y a une augmentation, bien sûr, des prix d'environ 10 à 20% qui vient faire un peu mal. Mais à notre échelle, on est plus adaptable. Voilà, on est des petits artisans, on est adaptable et on passe comme on a les qualifications, c'est notre métier qui nous permet de passer entre les gouttes tout le temps et on s'en sort. Ça marche. Super. Alors, merci pour vos questions. D'ailleurs, on adore ça. On est très pressé de répondre à toutes vos interrogations. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, Hugo, un petit peu quel est le rôle de chacun ici? Toi, Léo, qui est juste là, et puis 2 stagiaires. Donc, vous êtes collègues. Ouais. On a les mêmes qualifications. Oui, on a les mêmes qualifications et puis finalement on s'échange un peu les postes de travail. Quand l'un taille le bois, l'autre pose. On a souvent besoin d'être deux pour poser aussi. Ouais. On est un peu complémentaires l'un l'autre. Okay. Finalement, c'est un vrai travail d'équipe et moi personnellement, c'est ce que j'aime dans le métier de charpentier, c'est de pouvoir se reposer sur quelqu'un et que l'autre se repose aussi sur nous, c'est cool. Et vous travaillez tout le temps ensemble sur chaque chantier? Comment ça se passe? Quand le chantier nécessite, oui. Après, si c'est des petites interventions, changer une lame de terrasse ou des petits trucs comme ça, bien sûr, tout seul, ça suffit. Ok. Toi, tu as aussi le même statut, tu es dans la même coopérative? Ouais, c'est ça. Je suis dans la même coopérative sous une autre dénomination commerciale, non?
Oui, c'est ça. Mais finalement, on Ok, bosse tout le temps donc c'est un ensemble. bon exemple de l'entraide qu'il peut y avoir. Ouais, c'est ça. Ok, super. Et vous vous connaissiez avant? Vous êtes amis avant ou On c'est le s'est travail qui vous a réunis plutôt? on s'est rencontrés en stage quand j'étais en apprentissage et puis Hugo était au Greta à ce moment-là. Et puis on s'est retrouvés en apprentissage par la suite. Super. Ok. Voilà. Et alors vous avez deux stagiaires, là, Lilo et JL. Alors, est-ce que vous voulez venir nous dire un mot, vous présenter un petit peu? Bonjour Lilo, bonjour JL. Bonjour. Alors, donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quel cadre tu es ici en stage donc et tu prépares un diplôme en ce moment, c'est bien ça? C'est ça. C'est sur 2 ans ma formation Ouais, et j'ai un stage et je devrais faire un rapport de stage qui ok. comptera Parle bien dans le micro. pour ça, mon qu'on t'entend. BTS. Pour ton BTS, c'est quoi le nom de ton BTS? Système constructif bois et habitat. Système constructif bois et habitat. C'est Très ça. bien. Et ça, c'est censé te mener à quel métier à peu près? Tu as déjà une idée? Bah, surtout pour construire des maisons en bois, comme des charpentes et tout ça, Ouais, mais à peu près à tout ce qui touche au bois. d'accord. Voilà. Ok. Et Jiriel, toi, c'est un petit peu la même chose? Exactement, c'est la même chose. On est dans la même filière. Ouais. Et voilà. Super. Et alors, c'est combien de temps ce stage que vous devez faire 10 là? mai au 2 juillet. 2 mois. Ok. Donc vous allez voir plein de chantiers différents. Là, c'est le premier chantier ou vous en avez déjà fait? On en a déjà fait pas mal. Ouais. Ok. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé vers ces métiers du bois? Au début, je trouvais pas de métier qui m'intéressait, mais Mhm. je savais que j'aimais le bois. Du coup, je me suis renseigné sur des métiers avec le bois et j'ai trouvé ça. Ok. Qu'est-ce que t'aimes dans le bois finalement? Est-ce que tu saurais nous dire? On peut faire plein de trucs en fait, vraiment. Et c'est ça que j'aime bien. Ok. Mm. Et tu t'es amusé déjà à sculpter dans du bois, ce genre de truc ou? Sculpter, pas encore, mais Non. construire des petits trucs, ouais. Ok. Ok. Et toi, tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a mené vers ce métier-là? Alors moi, de base, très jeune, j'étais tourné vers le BTP, tout ce qui était plutôt la maçonnerie. Puis je me suis décalé vers le bois. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus artistique et je trouve écologique aussi, parce que le bois a de l'avenir. Et voilà. Très intéressant. Alors, est-ce qu'on a des questions des jeunes qui nous regardent pour Lilo et Jiriel? On a quelques questions. Est-ce que au niveau de vos études, vous avez fait un bac général ou enfin quel est le type de parcours que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant? J'ai fait une seconde générale et après en première et terminale, j'ai fait un bac technologique. Ok, c'est pareil pour toi. T'as fait combien d'autres choses? Alors moi, j'ai fait un bac pro technicien constructeur bois, c'est tout ce qui touche le bois, et j'ai continué là maintenant dans le BTS. Ça marche. Alors, quelles sont les missions que vous donne Hugo sur ce chantier? Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu ce que vous faites? Un peu de tout, hein. On Ouais. fait un peu de tout, hein. Vous portez les poutres. Oui, de la manutention, tout ce qui est à faire, on le fait. Ok. Mm. Pareil. Ouais, c'est ça. On les aide là où on peut les aider. Ok, super. Très bien. D'autres questions peut-être? Oui, moi j'ai une petite question. Est-ce que dans vos parcours, enfin en classe, est-ce qu'il y a des filles qui sont avec vous? Est-ce que pour vous, ce type d'études est réservé qu'aux garçons ou également ça peut être accessible pour les jeunes filles? C'est une question d'ailleurs qui a été posée en classe. Ah, ça peut être accessible aux filles. On a 3 filles dans notre classe. Et ouais. Ouais, Et, c'est- et elles font le même type de métier ou elles s'orientent vers non, une... le même type de métier. Ok, Mm. ça marche. Et alors pour vous, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu les bons côtés, les mauvais côtés de ce, de ce métier, de cette filière? Qu'est-ce qui vous a attiré et puis qu'est-ce qui peut-être est moins marrant tous les jours? Bon, le côté qui peut être un peu, c'est déjà, comment dire, euh, C'est il est physique, il est très Ouais. physique. On est tout le temps en mouvement, on n'est pas sur place, on est toujours en train de se déplacer, porter quelque chose. Donc à la fin de la journée, on est souvent fatigué. Donc voilà. C'est un inconvénient, mais voilà.
Ouais, après, si on n'aime pas rester derrière un ordinateur assis toute la journée, c'est plutôt un avantage en fait. Aussi, je trouve qu'il y a le froid. Là, ça va, Ah on ouais. est on arrive vers l'été. Ouais. Et je me dis qu'en hiver, ça doit être vraiment dur. Ok, d'accord. D'autres questions? Oui, par rapport au stage du coup que vous avez trouvé là, est-ce qu'en règle générale, vous avez des difficultés pour trouver votre propre stage ou pas du tout? C'est assez facile. Non, tout le monde a trouvé dans la classe, Et, c'est assez facile. et comment vous vous y prenez peut-être pour donner des petits conseils aux élèves qui vous suivent dans les démarches? Pour trouver des stages, Ouais, bah déjà, ils nous distribuent une liste de plein d'entreprises qu'on peut appeler. Et sinon, moi, par exemple, l'entreprise, je l'ai trouvée sur Internet. J'ai cherché Charpente et j'ai trouvé. Hugo. Ouais, et j'ai appelé, il nous a pris. Ok, bon, ça a l'air Il m'a d'être. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Donc, du coup, vous pourrez vous orienter dans ce métier-là. Peut-être que je te repasse le micro. Peut-être qu'on peut. On peut aller visiter un petit peu le chantier. Tu veux nous rajouter quelque chose peut-être, Hugo? Juste au niveau vraiment de l'étude de la charpente, les questions qui ont été posées sur est-ce qu'on fait un bac général ou pas, c'est mal classifié. C'est classifié d'une certaine manière. Faut vraiment séparer deux formations. Il y a les formations qui sont en train de faire, c'est-à-dire le bac professionnel qui est au même niveau que le bac général, et les BTS qui sont des bac plus 2, les BTS, qui sont des bac plus 2. Et ça, c'est une série de diplômes qui nous amène vers plus des travails de bureau d'études. Donc, alors, les bureaux d'études, c'est ceux qui vont s'occuper de calculer et de créer par ordinateur les conceptions. Donc, où est-ce qu'on met des pièces de bois, quelle taille va être la pièce de bois pour que la toiture tienne, etc. Ou alors de la coordination de chantier. Donc, voilà, c'est coordonner les corps d'état et faire que le chantier se déroule bien. À côté de ça, vous avez les CAP et les BP qui, eux, sont des niveaux sous le bac, où on peut commencer un CAP, alors 14 ans ou 16 ans, je ne sais plus où en sont les lois, et donc les CAP qui sont en 2 ans et qui amènent vers des brevets professionnels qui sont en 2 ans aussi. Alors, on a souvent tendance à les catégoriser comme des alternatives professionnelles. Personnellement, j'ai fait mon CAP puis mon BP après avoir été en études supérieures. Mon BP est le diplôme le plus dur que j'ai eu à faire. Mmh. Surtout en charpente, c'est un diplôme qui est horriblement dur, qui demande un investissement de tout instant et qui m'a demandé beaucoup plus d'investissement que mon bac général. J'ai fait une filière S option maths. C'était pas facile, mais j'ai eu beaucoup moins de mal que d'avoir mon BP. Donc, il ne faut pas regarder les CAP et les brevets professionnels comme des alternatives aux études générales. C'est des diplômes qui ont beaucoup plus de valeur au sein des entreprises. Et si vous voulez aller sur le chantier, c'est des diplômes qui sont faits en apprentissage, où on apprend son métier en même temps qu'on l'étudie. Et à la fin, vous avez une reconnaissance au sein des entreprises et vous avez un savoir-faire qui est gigantesque. Et justement, par rapport à ce que tu expliques, les différents types d'études que tu as pu avoir, est-ce que si demain, tu n'as plus envie d'être spécialisé dans ce type parce que tu disais que la charpenterie, c'était assez large, est-ce que tu peux t'orienter vers un autre domaine ou vers un autre métier? Alors, je pourrais très facilement devenir menuisier. J'ai un autre diplôme, j'ai passé un CAP de couvreur en candidat libre l'année dernière. C'était un métier que je pratiquais depuis le début où j'ai fait de la charpente parce que dans mon entreprise à l'époque on en faisait. J'ai décidé de passer un CAP en candidat libre pour pouvoir exercer le métier parce que la charpente et la couverture sont des métiers dits réglementés. On ne peut pas les exercer sans diplôme et ça se comprend parce que on peut aller à la catastrophe si on n'a pas les connaissances nécessaires pour les exercer. Et donc, de toute manière, on apprend son métier tous les jours. Donc, dans mon métier, je fais des escaliers. Il y a peu de charpentiers qui font des escaliers. Il y a peu de menuisiers qui font des escaliers. C'est un savoir-faire à part entière qui m'oblige à, depuis mon diplôme, étudier régulièrement et continuer d'essayer de comprendre mon métier pour aller toujours plus loin. D'accord, on peut toujours apprendre et se perfectionner. Alors, ça, il y a un mec dans un livre qui a écrit un truc que j'aime bien. Il a dit que le métier de charpentier, c'est un métier qui est beaucoup trop vaste pour qu'on l'apprenne en une vie. Oh, wow, Par contre, il est du devoir du charpentier
d'essayer d'apprendre l'intégralité de son métier. Je pourrais passer ma vie à étudier la charpente. Et si un jour je veux faire de la maçonnerie, j'irai passer un CAP maçonnerie. Trop bien. Ok. Encore une question. Oui, d'ailleurs, en parlant de CAP, est-ce qu'on peut un petit peu plus s'arrêter sur l'explication de la dénomination? Oui, je t'en prie. La dénomination, non, je ne sais pas ce que tu veux dire. C'est une question qui a été posée qui demande à quoi correspond un CAP finalement. Certificat d'aptitude professionnelle, je me trompe? Exactement. C'est bien ça? Ouais. Exactement. Le CAP, c'est un diplôme qui a été pensé pour faire d'un étudiant un ouvrier, Okay. un ouvrier qualifié. Donc, quand vous avez un CAP, vous êtes ouvrier charpentier. Si vous passez un brevet professionnel, un BP, vous êtes un ouvrier très qualifié ou un chef d'équipe. Donc, c'est cette idée de qualification des ouvriers. Vous pouvez devenir ouvrier en allant sur un chantier et en portant des sacs à gravats. Vous pouvez être charpentier si vous faites des charpentes même sans diplôme. Au sein d'une entreprise de charpente avec un charpentier formé, vous allez faire de la charpente. Vous êtes dehors tous les jours avec lui sous la pluie, vous serez charpentier. Le CAP vous délivre la qualification d'ouvrier en tant qu'ouvrier charpentier. Super, on espère que ça répond à vos questions. N'hésitez vraiment pas, de toute façon. Est-ce que ça vous dit si on fait un petit tour du chantier, que tu nous montres un petit peu quelles sont les différentes tâches, les choses à réaliser? Alors là, je vois déjà peut-être qu'il y a énormément de sacs, de gravats, j'imagine. C'est quoi? C'est des cloisons qui ont été cassées et qui ont été mises là? Alors, c'est la purge. Vous avez autour des bois beaucoup de plâtre. Ouais. Le plâtre, il a un effet de résistance au feu et on vient le mettre pour éviter la propagation des incendies. Donc, la première étape, c'est les maçons qui viennent sur le chantier et qui purgent. Donc, ils vont mettre à nu la structure du bâtiment, chose qu'on ne voit pas. C'est à Paris, vous ne verrez très peu de bois par an, pourtant c'est une ville en bois. Donc, on va purger dans un premier temps. On voit bien, c'est ça. Voilà. Là, ça a été purgé, on voit bien la différence, par exemple. Avec le plâtre qui a été enlevé, je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, on met en apparent pour qu'ensuite les charpentiers, qui, nous, on déplace assez peu de gravats, on vient juste intervenir sur le bois. Une fois que c'est purgé, la première étape, c'est la potence. La potence, alors qu'est-ce que c'est que la potence? C'est ça. On approvisionne le bois. Donc, on est ici à Sébain, on est au 3e étage. La première étape, c'est de monter le bois. Parce que il ne monte pas tout seul. La potence, la poulie, en fait, le système de poulie pour acheminer toutes les poutres. Très bien. Donc, on achemine le bois sur le chantier. Et alors, des fois, on le taille en atelier. Là, on est sur de la rénovation. Faut s'adapter un peu. Donc, on va sur place directement tailler notre bois avec de l'outillage électroportatif, principalement des scies circulaires, des scies à main. Là, on a toute une gamme d'outillage de chantier. On a aussi une gamme d'outillage à l'atelier qui est plus imposant, mais qu'on ne peut pas porter à la main, on ne peut pas amener au chantier. Donc là, il faut savoir prendre les mesures, dessiner, calculer des angles aussi. Alors, il y a énormément de calculs. Beaucoup de calculs. Énormément de calculs. Ah non, au contraire. Non. En fait, il y a énormément de calculs et en même temps, il y a un outil qui est absolument incroyable qui s'appelle le trait de charpente, qui est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, qui est un vrai savoir-faire des charpentiers qui va nous permettre de trouver l'intégralité des angles, des longueurs, qui va nous permettre de tailler tous nos bois par la méthode géométrique. D'accord. Alors, c'est une méthode qui a été inventée par des prêtres à l'époque qui s'adressaient à des gens qui étaient illettrés, analphabètes, qui ne savaient pas lire ni compter. Et par la géométrie et l'apprentissage brut de la géométrie, on leur apprenait à faire des structures d'une complexité incroyable, juste en géométrie, sans même savoir lire, sans même savoir compter. Donc, c'est une méthode qu'on peut encore utiliser aujourd'hui, qu'on peut remplacer par la DAO, la direction assistée par ordinateur, mais que nous, on utilise tous les jours dans notre métier pour lever nos charpentes. Et on peut utiliser du calcul brut avec une calculette, on peut aussi faire des méthodes géométriques, on peut faire les deux. Et des aptitudes en maths vont aider à apprendre, mais vraiment, n'importe qui peut apprendre le trait de charpente, n'importe qui peut faire les structures les plus incroyables possibles.
des toits, des dômes, des impériales, des choses croches qui vont dans tous les sens, juste par la géométrie. Super intéressant. Donc avec un peu de bon sens, d'observation et de pratique, on peut faire ce qu'on veut. Travail. Ok. Super. Il faut aimer pour travailler autant. Ok. Mais on se met vite à aimer. Quand on en fait, on se met vite à aimer. Super. Donc vous avez acheminé le bois. Je vois qu'il y en a qui a déjà un peu été taillé là. Voilà. Effectivement. Et ensuite l'étape suivante. Alors l'étape suivante, c'est qu'on va les mettre en place. Donc là, dans cette partie-là, on n'a pas encore commencé à intervenir. Il faut encore que les maçons purgent une partie. Et de toute manière, il y a beaucoup de travail. Donc là, il y aura un peu de renforcement. Mais alors, à l'étage, c'est plus intéressant. Ouais, à l'étage, c'est parti. On voit que ça en est quand même sur une vieille... des vieux bois, des grosses poutres à l'ancienne. Et puis qui ont été sculptés. On peut voir un compas là, c'est ça? Un vieux compas de... Oui, alors ça c'est non, ça c'est un symbole de charpentier. Après, l'architecte de l'immeuble m'a informé que c'est sûrement un étudiant des Beaux-Arts. Ah oui, c'est vrai qu'on a l'école des Beaux-Arts qui est juste à côté. Donc c'est ce qui explique pourquoi c'est très laid. Mais c'est un style Beaux-Arts et c'est un étudiant qui a dû habiter là et qui s'est amusé sur son temps libre. Là-bas, on a un pélican. Donc, c'est exotique. Hein. Il y a des symboles de métier. Il y a même un crocodile là, il me semble, voilà. avec une rose. Ouais. On peut retrouver sur des vieilles charpentes des symboles de métier, les compas, les bisaigus. Là, c'est vraiment fantaisiste. D'accord. Alors on avance dans le... Là, on est au grenier, quoi, presque, en fait. Hein. Alors, les combles. Les combles, même. Voilà. Combles. Ouais. Donc là, nous sommes sous les combles, au niveau de la charpente. Et ici, on va avoir un renforcement. Donc, il y avait donc une pièce de bois qu'on appelle la panne, qui était basse, très basse, trop basse pour pouvoir y habiter. On est venu la couper et remettre la même pièce de bois plus haut. Ça, c'est vous qui avez fait ça ou ça a été fait auparavant? Non, celle-là, c'est nous qui on a coupé celle-là, on a mis celle-là à la place. Et les chevrons, donc les pièces qui viennent supporter la couverture, étaient un peu fatiguées. Donc, on vient les renforcer. On vient renforcer autour des lucarnes. On coupe et on renforce au fur et à mesure pour maintenir la structure et pour éviter que ça s'écroule. Il y a quand même, là, c'est de la tuile plate. Donc, on parle de plusieurs tonnes de la toiture par versant. C'est au mètre carré. Au mètre carré, vous avez tuile plate, on a quasiment 120 kilos. D'accord, ok. Donc, faut que ça tienne en effet. Voilà, et il faut, je peux vous assurer qu'au moment où vous coupez cette pièce-là, si vous n'avez pas prévu les étaiements nécessaires et la sécurité nécessaire, ça vous tombe dessus immédiatement. Wow. Okay. Donc. Et du coup, une petite question avant que, parce que leur tour, et c'est vrai que ça va vite. Une des questions qui a été demandée, donc tu parlais de poids au niveau des matériaux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir eu un accident de travail? Et dans un cas aussi, est-ce qu'un client, quand il vient voir un chantier et qu'il a un accident sur les lieux, qu'est-ce qui peut se passer? Quelles sont les répercussions? Alors, les clients ne viennent pas au chantier. Ils viennent dans le cadre des réunions de chantier, des moments où on ne travaille pas et où on sécurise les lieux. Les chantiers sont interdits au public. Là, vous êtes là, nous avons arrêté de travailler et il n'y a pas d'endroits qui sont considérés comme dangereux. On a sécurisé les lieux avant votre arrivée. Voilà. Pour rester vivant sur un chantier, il faut être formé ou accompagné. Des accidents de travail. Alors, j'ai eu des coupures, des petites blessures avec les machines. Il m'est arrivé de chuter, mais avec l'équipement de chute nécessaire. Donc oui, je me suis déjà retrouvé suspendu au-dessus du vide, au bout d'une corde. Ça fait pas plaisir. C'est pas très agréable, mais bon. De gros accidents, non. J'en ai vu. On a vu. On a entendu. Au cours des formations, bien sûr, on échange avec les gens et on se rend compte qu'il y a des accidents, bien sûr, plus ou moins graves. Les gants qui se
coincent dans le perforateur, qui coupent des doigts, les bagues qui se coincent et qui coupent des doigts aussi. Donc La chute. en fait, c'est voilà, une expérience, enlever ses bagues quand on arrive au chantier, qui fait qu'on se met pas en qu'on se met en sécurité finalement. Les machines en elles-mêmes, elles sont dangereuses. Quand on en a une bonne utilisation, logiquement, il y a pas de problème, quoi. Alors, le bâtiment, il y a un mort par jour, quasiment. Un mort par jour ou un mort tous les 2 jours, c'est scandaleux. Par contre, la plupart des morts dans le bâtiment et des accidents sont à imputer à un mauvais comportement. Et les mauvais comportements, c'est dû au manque de formation ou à des entreprises qui sont pas assez regardantes. Donc, si on a une bonne formation, je dis pas que l'accident n'arrive jamais, ça arrive. Mais la sécurité doit être la première chose à vérifier. C'est la première chose à regarder et il faut pouvoir se vanter d'avoir jamais eu d'accident. Il est fini le temps où on comptait la splendeur d'un bâtiment par le nombre de morts qu'il y avait eu sur le chantier. La Tour Eiffel a dénombré 0 mort et 1, mais dans des circonstances peu claires à la fin de chantier. On ne sait pas s'il était venu frimer devant sa dame ou si c'est vraiment un accident. Je crois qu'il avait été écrasé par un des ascenseurs. D'accord, ok. Mais c'était après la structure. Donc, il faut se dire que la Tour Eiffel, qui est quand même un bâtiment où ils travaillaient sur des planches de bois de 1 mètre par 1 mètre à 300 garde-corps, à 300 mètres de haut, ils avaient interdiction de parler, interdiction de boire et des règles très strictes. Donc, même si la sécurité n'était pas au maximum, il y avait un encadrement et une formation des ouvriers qui ont fait qu'ils ont monté toute la structure sans que personne ne tombe. Ouais. Et c'était en 1889, si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc déjà à l'époque, il y avait vraiment une prise de conscience sur l'importance de la sécurité pour les travailleurs. Et puis, on n'a pas besoin de mourir pour construire un bâtiment. Évidemment, c'est une raison suffisante. D'accord, il nous reste 2-3 minutes. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu d'autre chose? Là, je crois qu'il y a un EPM, c'est comme ça que ça s'appelle? Alors, c'est un double HEA plutôt, mais oui, ça fait un IPN. Alors, donc là, on voit bien qu'il y a eu des modifications qui ont été faites sur cette charpente. Ça, ce n'est pas d'époque. Voilà, c'est dommage, ce n'est pas d'époque. Ça a été modifié. La charpente, c'est quelque chose qui est parfois du grand n'importe quoi. Donc là, vous avez des poutres qui ont été complètement rabotées à la hache juste pour augmenter le passage en dessous. Et ça a beaucoup plié d'ailleurs. Vous avez une pièce de bois ici qui vient d'ailleurs, qui est une pièce de bois qui appartenait à un pan de bois. Et comme elle était là, ils s'en sont servis pour renforcer la structure ici. Donc, vous avez énormément de modifications qui sont faites. Tous les jours, on taille à la hache dans les bâtiments. Et aujourd'hui, on est en train de faire des modifications en prime. Donc voilà, on sait qu'on a une structure principale qui va être 18e, fin 17e, mais à côté de ça, on a 1 milliard de modifications qui fait qu'il y a des chevrons. On peut les voir qui sont pas équarris de la même manière, donc qui n'ont pas été posés à la même époque. Voilà, la couverture, elle est changée régulièrement, tous les 60 ans, alors qu'une charpente, elle, peut tenir 300 ans. Donc, et à chaque fois que les couvreurs changent la couverture, ils en profitent pour changer un chevron, pour changer une pièce. Tiens, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc après, c'est très compliqué, après coup, de s'y retrouver dans tout ça. Et sinon, l'autre chose qui peut être intéressante à voir sur ce chantier, c'est que les bâtiments tiennent, et ils tiennent bien, et des fois, ça défie de la logique. Donc, si je vous amène ici... On te suit. Alors. Ouh là là. Ah ouais, donc là, ça va être une des grandes parties à rénover. Vous avez toute la noue. Donc la noue, ça va être cet espace-là qui forme un creux où l'eau vient couler au fond, qui repose absolument sur rien.
fait rien. Là, on est en lévitation totale. Le bois est complètement mangé. Par Et l'humidité, par le temps, alors là, il y a eu des fuites derrière. Ouais. Et ce, sur plusieurs mètres. Sur plusieurs mètres, parce que jusqu'à là, la base est mangée. Voilà, il y a plus sur, là, on a 3-4 mètres. 3-4 mètres, tout ça tient en équilibre. Et toute la structure tient quand même, hein, Ouais, elle est encore là. Ouais. Nous, on est là pour faire en sorte qu'elle reparte pour... Encore 200-300 ans? C'est ça, c'est à peu près l'idée, oui. Et ben voilà, on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, c'était super intéressant. Merci Hugo, merci Léo, Lilo et Jared. Vraiment, c'était top. On espère que ça vous a plu. Grand merci surtout au collège Louis Armand de Dreux. Vous étiez nombreux à nous suivre. Alors continuez, surtout, on a plein d'autres contenus, plein de visites de chantier comme ça que vous pouvez visionner. On a la chaîne YouTube Carré dans l'Axe. Et on est aussi sur Twitch depuis peu, Carré dans l'Axe. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et vous pourrez trouver plein de contenus pour découvrir des métiers, vous aider dans l'orientation. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur Stage Découverte où vous pourrez trouver vos stages de troisième, soit pour l'année prochaine, pour cet été même. Donc n'hésitez pas. Ou pour après, de toute façon. On vous remercie et à très bientôt. Au revoir à tous.